la Terre se met à faire des smartphones de plus en plus grands, de plus en plus épais, de plus en plus larges. Toutes? Non, un village d'irréductibles coréens a décidé de faire un smartphone allant à contre-courant sur l'une de ses caractéristiques toujours plus imposantes, l'épaisseur. Et bon bah pas grand monde est venu pour voir l'invention de ce village. En effet, le Samsung Galaxy S25 Edge est sorti il y a quelques mois après un teasing dantesque qu'on a pu voir au fil de l'année, avec des rumeurs de S25 Slim et tant d'autres noms farfelus. Mais non, ils ont préféré reprendre le nom d'un ancien modèle incurvé qui avait rien à voir pour que ce soit giga confus. Et bon bah bizarre, ça a pas marché et c'est même l'un des plus gros flops qu'on a jamais vu pour la marque de ces dernières années. Car ouais, y a pas qu'un problème de nom et si vouloir rendre les smartphones les plus fins possibles était une mauvaise idée. Et surtout, est-ce que cela n'envisagerait pas quelque chose d'extrêmement mauvais pour l'iPhone 17? Car d'après beaucoup de rumeurs, depuis 2 ans maintenant, Apple devrait sortir sa vision de l'iPhone fin d'ici quelques mois. Et bon bah disons que la dernière fois qu'ils ont fait un iPhone trop fin, ça c'est pas très bien terminé. On va donc voir tout ce qui peut poser problème sur ce form factor et voir que parfois innover, bon c'est pas nécessaire Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi on est en train de voir un sacré désastre avec le smartphone fin de chez Samsung et qu'on va en voir un autre avec celui d'Apple et que finalement chaque innovation n'est pas forcément bonne à prendre contrairement à celle-ci, le Plod Note, un outil de prise de notes intelligent qui sponsorise la vidéo. Et oui, on se dit pas qu'un truc aussi basique que la prise de notes puisse être upgradé. Et pourtant c'est bien ce que fait Plod avec ce petit dispositif tout fin. Une carte aussi fine qu'une carte de crédit que vous pourrez vous trimballer n'importe où, comme à l'arrière de votre smartphone justement. Comment ça marche tout ça? Eh bien ce dispositif peut s'activer à n'importe quel moment pour enregistrer une conversation, que ce soit un cours, une réunion, voire même un appel. Grâce au design ultra fin et petit de ce produit, vous pourrez le faire à n'importe quel moment, avec l'autorisation de l'intervenant bien évidemment. Une fois la réunion ou votre cours terminé, vous aurez donc la retranscription de tout ce qui s'est dit. Bon, déjà sympa vous me direz, mais vous pouvez aller encore plus loin grâce à l'IA développée à partir de ChatGPT, permettant de résumer ces fameuses conversations et de vous donner les points forts de cette dernière, avec carrément une carte mentale de chaque point qui a été dit. Fini de prendre des notes lors d'un cours de points clés, car Plod le fera pour vous et rangera de lui-même les idées. L'avantage d'avoir un dispositif pour ça est donc de pouvoir toujours se le trimballer partout sans y penser et de juste l'activer et de le laisser faire son travail. D'ailleurs avec le Plod Note, vous pouvez même en faire en sorte qu'il s'active lors de vos appels quand il est derrière votre smartphone en activant le mode appel téléphonique pour ainsi avoir toujours cette transcription et se résumer par la suite. Et ne vous dites pas qu'il faudra le recharger tout le temps car vous aurez clairement de quoi faire. Avec 60 jours de veille et 30 heures d'enregistrement continu pour ce Plod Note. Avec les liens en description, profitez de 20% de réduction sur les produits de Plod pour ainsi avoir de l'IA qui sert votre vie sans que vous soyez là à galérer à le mettre en place. En plus, vous pourrez le mettre au dos de n'importe quel smartphone et ça qu'il soit épais ou super fin. Mais pour autant, vous devriez faire gaffe avec cette technologie de smartphone fin. Mais pourquoi je pense tant que ça que c'est une des pires erreurs qu'on a pu faire sur l'évolution des smartphones, tout ça. Et les ventes du seul modèle de ce style me donnent clairement raison. En effet, donc le Samsung S25 Edge était là pour représenter une nouvelle révolution du smartphone qui s'est déjà fait dans l'indifférence lors du teasing en janvier dernier. Déjà, comme je le disais à cause du nom qui est assez confus, car Edge pour les papis comme moi qui regardent cette vidéo, c'était le nom des modèles incurvés de la firme, comme avec le S7 Edge que j'avais d'ailleurs à l'époque, si vous regardez mes vieilles vidéos d'il y a 8 ans. Mais ouais, ce One More Thing lors de l'annonce du S25 Ultra a pas vraiment fait d'émule. On a pu voir le corps ultra fin du smartphone, et puis marre quoi. Et donc quelques mois après, on a pu avoir les caractéristiques du bazar. C'était très classique quoi, un puce Snapdragon 8 Elite, double capteur photo donc moins sympa que les plus haut de gamme, mais en effet une finesse plus prononcée, avec une épaisseur de 5,8 mm contre les 7,2, 7,3 et 8,2 des S25, S25 Plus et S25 Ultra. Mais il a beau être plus fin, le prix lui ne s'est clairement pas raffermi. Lancé à 1249 € en version 256 Go et 1369 en version 512 Go. Ouais, ça tape et c'est là son plus grand défaut clairement, car à ce prix c'est clairement au-dessus de n'importe quel smartphone de chez Samsung, même les plus puissants. Comme j'ai déjà pu vous le dire dans une autre vidéo, les prix des smartphones Android, dont ceux de Samsung, dégonflent très vite après leur sortie. Et donc un S25 Ultra, si on fouille un peu sur les internets, on peut réussir à le trouver dans les 800 € neuf aujourd'hui. Payer 500 € plus cher pour un truc moins performant en termes de qualité photo, d'autonomie et de confort d'utilisation, eh bien c'est juste un non-sens et c'est pas 2 mm d'épaisseur qui vont changer la donne, même si la puissance théorique est la même vu que c'est la même puce à l'intérieur. Et oui, le smartphone aurait quand même baissé en prix certes, mais bon, s'il reste au même prix que le S25 Ultra, même avec des promotions, ça a toujours pas beaucoup d'intérêt. La seule chose qui aurait pu sauver ce smartphone, c'est qu'il soit vendu pas cher, et vu que ça a été complètement l'inverse, ça a été sans grande surprise un flop. Et ça, Samsung ne l'avait visiblement vraiment pas vu venir, car d'après certains insiders, ils auraient déjà réduit la cadence de production dès ce mois de juin, chose qu'ils ne font normalement jamais un mois après la sortie du téléphone. Cela veut donc dire que
bien trop de stock a été préparé en amont, car justement le stock ne se vide pas, car personne ne les achète. On n'a pas le nombre de ventes exact, et je pense qu'on n'en l'aura jamais, hein, car ce serait sacrément la honte à mon avis. Mais s'il y a une telle réduction aussi rapidement, ça doit être sacrément catastrophique. Hein. Et en fait, on peut avoir quand même quelques chiffres de vente rapportés par Ice Universe, un célèbre leaker de l'internet dont les révélations se sont souvent avérées justes sur pas mal de fuites qu'il a pu donner. Et ici, le résultat est sans appel. Il y aurait donc eu 4,86 millions de Galaxy S25 vendus, 3,17 millions de Galaxy S25 Plus vendus, 8,39 millions de Galaxy S25 Ultra vendus et 180 000 de Galaxy S25 Edge vendus. Waouh! Alors oui, le modèle Edge est sorti bien plus tard que ses confrères vu qu'il n'a qu'un mois alors que les autres sont là depuis plus de 6 mois. Mais enfin bon, la différence reste drastique quand même, surtout que même si ça fait moins longtemps qu'il est en vente, elle a tout de même été teasée au même moment que les autres. Donc personne n'a attendu cette innovation et même quand elle est sortie, beaucoup se sont ravisés en voyant le prix. Et en dehors du prix exorbitant, il y a plein de soucis inhérents à ce form factor plus fin. Batterie plus petite, surchauffe plus rapide car refroidissement passif moins efficace, et ça malheureusement c'est impossible à améliorer physiquement. Et bon, déjà que nos smartphones classiques ont parfois du mal à se refroidir avec la canicule de zinzin qu'on se tape cette année, alors imaginez si en plus l'espace pour les composants devient encore plus étriqué. Ça laisse moins de place pour les caloducs qui servent à disperser la chaleur sur toute la surface du smartphone. Et surtout, vendre ça à un prix aussi premium, c'est assez spécial, car en général, quand on achète cher, on veut des gros trucs. Acheter un petit smartphone ou un smartphone fin ne peut pas rimer avec prix de flagship, car inconsciemment, ça va à contre-courant de tout ce qu'on a vu sur le domaine du smartphone et de la technologie. On est allé sur de plus en plus gros au fil du temps, et ça pour justifier un peu le prix, car on se dit que ça vaut un peu plus les sous qu'on met dedans si c'est plus gros. Pas pour rien que parfois on retrouve carrément des poids dans des produits tech juste pour qu'ils soient plus lourds et donc on leur prête une meilleure qualité. Et bien sûr la taille c'est pareil. Et c'est aussi pour ça qu'on a pas mal arrêté les petits smartphones, hein. À part Asus et son Zenfone qui avait eu énormément de rumeurs comme quoi ils allaient arrêter justement. Car les deux derniers Zenfone, donc le 11 Ultra et le 12 Ultra, sont devenus bien plus grands et bien plus classiques. Donc non, le Zenfone n'existe plus et a énormément changé. Et cette annonce comme quoi qu'ils n'arrêtaient pas les Zenfone était plus là pour juste pas se taper la honte. Hein. Et donc avec tout ça, pour revenir sur ce Galaxy Edge, quand on parle de smartphones qui sont même pas plus petits mais juste plus fins, donc avec lesquels on garde la contrainte de taille, je ne voyais absolument aucune clientèle pour ce dernier. Clientèle qui en plus, pour profiter de la finesse de cet appareil à 1200 balles, devra ne pas mettre de coque de protection à son smartphone. Et honnêtement, à moins d'être un youtubeur tech qui change de smartphone tous les 2 mois, je ne vous conseillerais jamais de vous balader avec vos smartphones sans protection, hein. Sauf que du coup, qui dit protection dit épaisseur supplémentaire. Et donc existe l'intérêt du form factor plus fin, surtout qu'étant donné qu'il y a beaucoup plus d'espace pour les capteurs photo, la coque de protection sera aussi bien plus grande. Ce qui fait que même avec une protection sur des smartphones plus classiques, la différence devient bien moindre. Avec autant de contraintes, fallait pas être devin pour voir que ça allait être un flop monumental en vrai, hein. Je vous avoue, je vais pas trop me jeter de fleurs. Il y avait juste la question du prix qui manquait, mais qui a encore plus enfoncé le produit. Et du coup, tout ça nous fait demander, à quoi il va ressembler celui de la pomme alors? Car c'est clairement plus un secret qu'Apple nous prépare un iPhone plus fin, ce fameux iPhone 17R, et qui devrait donc remplacer l'iPhone 17 Plus, l'un des 4 modèles qui sort chaque année. Côté performance, on devrait avoir comme chaque année celle de la version Pro de l'année d'avant sur ces 2 modèles entrée de gamme, avec enfin peut-être un écran 120 Hz, mais qui n'aura pas de promotion. Mais bon, déjà rien qu'avoir le 120 Hz, c'est clairement pas trop tôt, hein. Car franchement, le fait que les anciens iPhones jusqu'au 16, donc l'actuel, soient encore en 60 Hz, c'est juste criminel au prix auquel c'est vendu, hein. Et venez pas me dire que le 60 Hz Apple, on dirait du 120 Hz Android, hein. J'aurais l'impression d'entendre des fans Nintendo. Ce sera donc extrêmement similaire côté Apple, faut pas se leurrer, hein. L'aura Apple ne peut pas sauver un produit avec un mauvais design juste avec un logo. Et ça même avec un produit encore plus fin, car d'après les rumeurs, on parlera d'une épaisseur comprise entre 5,44 mm et 5,65 mm. Et donc là aussi, ça va demander de sacrés compromis, que ce soit en termes de batterie, de refroidissement, bref, que des trucs sur lesquels vous pestez déjà. Et en plus, vous paierez bien plus cher pour avoir un truc qui marche bien moins bien. Honnêtement, hein, si le projet est annulé au dernier moment car trop peu efficace comme l'a été AirPower il y a quelques années maintenant, je pense que ce serait pas une mauvaise idée, hein, parce que j'ai vraiment peur qu'on fonce vers la catastrophe ici aussi, avec un iPhone 17R qui n'aura jamais de 18R pour lui succéder tellement ce sera flopesque, hein. Avec ce form factor, on voit un grand souci qu'on a dans la tech ces derniers temps, cette envie de vouloir absolument innover à tout prix, sans même se poser la question de la pertinence de cette évolution. Le fait de pouvoir faire des corps plus fins pour nos smartphones a un intérêt, mais pas juste pour faire des smartphones classiques. Non, là où ça doit se démocratiser sur le mois, c'est encore et toujours sur le smartphone pliant. Donner un exemple, hein, le Huawei Mate X-T, que j'utilise depuis maintenant presque un an comme smartphone principal, quand il est déplié, il a une épaisseur de 3,6 mm. Sauf qu'ici, il y a une vraie pertinence à ça, car une fois plié, ce dernier passe à 12,8 mm, soit à peine plus qu'un Samsung Galaxy Z Fold, qui lui pourtant, il peut se déplier qu'en 2, hein, pas plus. Pareil pour le côté PC portable, faire des ordinateurs plus fins pour permettre de rajouter
aussi ici une pliure supplémentaire comme le Lenovo ThinkBook Flip qui permet donc d'avoir un écran extrêmement plus long ou un ordi qui devient une tablette une fois replié. Les usages de corps plus fins sont extrêmement nombreux, mais là ceux qu'on voit actuellement pour le grand public sont juste vraiment pas intéressants et encore une fois risquent de rendre ringard la skinny tech. Oui, je viens d'inventer le terme, je vais aller le déposer à l'INPI. Mais bon, encore une fois, si on rend une technologie ringarde avant qu'elle soit vraiment maîtrisée, bah ça crée des traumas pour tout le monde, un peu comme les deux derniers sujets dont j'ai pu parler sur cette chaîne. Et en parlant de trauma, pour revenir sur l'iPhone 17R, peut-être que ce smartphone se veut aussi être une revanche sur ce fameux iPhone 6 Plus qui pouvait se plier assez facilement, car après tout le S25 Edge a été dans les mains de Jerry Rig Everything, un bonhomme connu pour mener la vie dure à du matos tech, et le smartphone a réussi à rester en vie, à rester droit, et je pense qu'en vrai, cet iPhone 17R pourra pas se plier en deux comme certains pourraient craindre. Maintenant, au point d'acheter un truc pareil juste parce qu'il peut pas se plier, ouais, j'y crois quand même moyen. Hein. Car là, sur l'iPhone 17, les gens auront le choix, soit ils achètent un iPhone 17 Pro ou Pro Max pour avoir les meilleures caméras et la meilleure puissance possible chez Apple, soit ils achèteront un iPhone 17 normal car ils veulent juste le dernier de l'écosystème à moindre prix, soit bah du coup un iPhone 17R bien plus cher mais bien moins endurant, bien moins puissant que les modèles Pro et bien plus sensible à la chaleur. La question va être très vite répondue. Évidemment avec toute cette vidéo, bah je ne vous conseille absolument pas d'aller sur ce genre de smartphone si ces derniers vous tentent, car vous n'y gagnez pas en compatibilité, vous n'y gagnez pas en performance et vous y perdez juste en sous dans votre portefeuille. Et honnêtement, plus vite on fait comprendre aux constructeurs que c'est pas du tout la bonne chose à faire, plus vite ils arrêteront de gâcher de l'argent et du temps dans ce genre de truc. Et donc ça peut être bien de partager cette vidéo à vos amis qui pourraient lorgner sur un tel produit pour leur dire de l'éviter à tout prix. Après, peut-être vous trouvez ce genre de produit bien. Si ça se trouve, vous faites partie des élus qui ont pu acheter ce Samsung Galaxy S25 Edge tout fin. Bon, il y a quand même peu de chance en vue des chiffres catastrophiques. Il y a autant de gens avec mon Huawei Mate X-T en France que de gens avec ce fameux Edge à mon avis, malgré le fait que le mien faut absolument aller en Chine pour le choper. Si vous avez vu ma vidéo, bah vous savez pourquoi. Mais si vous en avez un, vous en êtes content actuellement? Est-ce que vous arrivez à tenir la journée avec sans devoir y coller une batterie externe derrière, ce qui fait que bah du coup vous perdez absolument tout le form factor? Et d'ailleurs, c'est quoi le produit qui mérite vraiment d'être affiné selon vous? Un vrai produit où ça fait sens. Par exemple, bah moi c'est tout ce qui est casque de réalité virtuelle et mixte, car bon, les casques à la Apple Vision Pro gigantesque, c'est quand même compliqué. Mais malheureusement, il va falloir encore pas mal d'années de développement avant d'avoir des trucs minuscules. Il en existe certains, comme le Big Screen Beyond 2 qui a un vrai look du turfu, mais qui ne peut clairement pas s'utiliser en mobile comme celui d'Apple et autres casques comme ceux de Meta. Par contre, récemment, bah j'ai fait l'inverse, j'ai rendu un produit encore plus énorme qu'il ne l'est à la base, mais ça pour une bonne raison, pour le rendre portable. Et oui, cette mallette que vous voyez est en réalité un MacBook fait maison à partir d'un Mac mini. Alors certes, ça fait épais, perso je dirais que ça fait imposant, c'est plus joli comme mot, mais en tout cas ça marche presque tout pareil qu'un vrai MacBook pour 2 fois moins cher. Et surtout, c'est un style de fou. Et je vous montre comment j'ai construit tout ça dans la vidéo qui vient d'apparaître à côté de moi. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!